Salut à tous les gens de YouTube, on est sur Twitch, avec les gens de Twitch, et il est l'heure de faire le bilan 2024, de parler de cette année riche en gaming en ce qui me concerne, et j'ai prévu de vous faire un top 10 de mes jeux préférés de 2024, et là, les questions fusent. Mais pourquoi tu parles autant de jeux récents, alors que les années précédentes, tu faisais pas un bilan chaque année? Effectivement, c'est rare que je fasse un jeu l'année de sa sortie, et encore moins le mois de sa sortie, mais après avoir fait une rétrospective gaming en 2022, et ne pas avoir joué à des jeux récents pendant presque 2 ans, ça m'a manqué. C'est pour ça qu'une de mes grandes résolutions de 2024, c'était de me contraindre à jouer à des jeux récents tous les mois, pour pouvoir faire un podcast où je passe en revue tous les jeux que j'ai fait. Voilà, donc vous irez voir sur vos applis de podcast préférés, vous tapez Retro Day One et vous retrouverez tous les jeux que j'ai fait cette année. Mais résultat, j'en ai fait plein des jeux. J'ai pas fait tous les jeux que je voulais, mais suffisamment pour pouvoir vous faire une petite rétrospective. Avant de vous parler de mes jeux préférés de 2024, je me suis dit que je pouvais faire un flop 2024 avec les jeux que j'ai le moins aimés, les plus grosses merdes qui sont sorties. Et finalement, même si j'ai fait pas mal de jeux, et qu'il y en a beaucoup que je porte pas dans mon cœur, je suis obligé de reconnaître que j'ai pas joué à des jeux merdiques non plus. Il y a bien des jeux qui m'ont déçu, je pense à Eiyuden Chronicle ou Black Ops 6. C'est pas tant que c'est des mauvais jeux, c'est juste que c'est pas trop ce que j'en attendais. Bref, c'est plus des déceptions que des mauvais jeux. Donc finalement, j'ai pas de quoi faire un top, et je pense que c'est une bonne nouvelle, ça prouve qu'il y a quand même un minimum de qualité qui fait que beaucoup de jeux se ressemblent et sont un petit peu partout et ils se différencient pas trop, et du coup il y a quand même une lassitude qui peut s'installer, mais globalement on n'a pas trop de grosses merdes vidéoludiques, ça fait plaisir. Mais j'en ai quand même isolé une. Si je devais quand même citer un jeu où cette année j'ai vraiment pas compris l'intérêt, mais d'un autre côté c'est un peu tiré sur l'ambulance, le jeu que j'ai le moins aimé cette année, c'était Skull and Bones. Il y a des jeux, le gameplay j'adore pas, mais je retrouve mon bonheur dans autre chose, dans le côté contemplatif, dans l'exploration, dans autre chose. Là, tu sens le calvaire de développement. Et c'est pas un calvaire de développement où, je crois qu'il a été en développement justement pendant 10 ans, avec 10 années de contenu qui sont mal mis. C'est que tu sens qu'il y a du contenu qui a été fait, mais qui a été enlevé pour partir sur autre chose qui a été enlevé. La philosophie de beaucoup de studios, c'est de dire on annule. Et Skull and Bones me fait comprendre pourquoi parfois vaut mieux annuler. Parfois on se dit c'est dommage, tel jeu il a été annulé, et on se dit on est passé à côté d'un chef-d'œuvre et tout, mais dites-vous que la plupart du temps, si un jeu est annulé, c'est juste qu'il était pas ouf. Maintenant, on va enchaîner avec mon top 10 des jeux que j'ai préférés en 2024. Le jeu en 10ème position, le jeu de cartes de l'année, c'est bien sûr Balamon Pocket. Tout à fait, c'est le jeu de cartes auquel j'ai le plus joué cette année. C'est pas une grande fierté, je suis pas un joueur mobile, mais c'est l'année de la remise en question. Je m'ouvre à des nouveaux supports. J'ai lancé ça par simple curiosité, et je suis tombé sur un jeu de cartes qui m'a rappelé tout le bonheur que j'avais pu avoir sur Hearthstone quand j'ai découvert les jeux de cartes à collectionner en ligne. Alors déjà, moi j'aime bien le jeu de cartes Pokémon. Alors je collectionne pas les cartes, mais même le jeu Game Boy Color, je le trouvais chouette. Sur mobile, l'appli est belle, elle fait pas trop cancer, même s'il y a des logiques de jeu mobile cancer, bien sûr. Mais c'est assez élégant, c'est assez épuré. Ils ont simplifié les règles du jeu pour que ça se fasse sur des petites sessions qui durent 5-10 minutes, alors qu'une vraie partie de cartes Pokémon, ça peut durer bien plus longtemps. Et pour un truc mobile où tu joues avec quelqu'un en ligne, forcément qu'ils auraient dû simplifier ça, mais sans perdre le côté stratégique. C'est un jeu de cartes, donc il y a toujours une énorme part d'aléatoire. Mais même s'il n'y avait pas trop de logique de jeu-service, de classement à monter, je me surprenais à juste faire des combats en n'ayant rien à faire de ce que je pouvais gagner, juste parce que faire des combats, je trouvais ça rigolo. Débloquer, comme dans un jeu solo, progressivement des nouvelles cartes, et à chaque booster que je chopais, j'adaptais mon deck, je changeais de stratégie, sans trop me prendre la tête avec c'est quoi la méta, c'est quoi les decks qu'il faut jouer, parce qu'à partir de là, on rentre dans un truc qui me plaît déjà moins, et c'est aussi pour ça que ma résolution de 2025, c'est arrêter de jouer à ce jeu de merde. Je suis obligé de le mentionner, parce que j'ai quand même passé du temps. C'est un peu un phénomène de société où t'as d'autres gens qui jouent dans ton entourage, et là tu te fais on se fait une petite game, et là t'as la pause déj, tu joues contre l'autre, c'était rigolo. Je veux laisser ça en 2024, c'est pour ça qu'il est en 10ème place, et pas plus haut. En 9ème position, j'ai hésité franchement, à la base je voulais mettre Mario et Luigi, et puis finalement je me suis dit, est-ce que c'est un jeu que j'ai suffisamment aimé pour que j'ai envie qu'il apparaisse dans le top? Peut-être pas. Par contre, il y a RZ, que j'ai fini là pendant les fêtes, et je me dis non, en fait, il va prendre sa place, parce qu'il est très bien.
2024, il y en a plein qui se touchent sur le retour de la mode des jeux PlayStation 1 avec des gros polygones, tout ça. Et moi, c'est l'esthétique CDI que je veux revoir, ces cinématiques dégueulasses, mais de toute bonté. Derrière ce jeu un peu humoristique, parodique, finalement se cache un jeu qui est j'allais dire un Metroidvania, mais pas vraiment, parce que c'est pas très labyrinthique, c'est assez... plutôt un Zelda-like en fait. C'est un Zelda CDI-like, qui se joue bien, tu chopes des nouveaux pouvoirs, tu accèdes à des nouvelles zones, donc ça réinvente pas la roue. Et finalement, à choisir entre Brothership, qui a des bonnes idées, mais qui sur le temps long m'ennuie quand même, j'ai préféré privilégier un RZ qui est trop court, mais au final, il m'a quand même laissé sur une bonne note positive, je me suis amusé. Le numéro 8, c'est Indiana Jones et le Cercle Ancien. J'en ai parlé dans mon bilan des jeux du mois de décembre, pour ceux qui suivent le podcast. Et bah c'était chouette. J'ai été surpris que ça soit pas un Uncharted-like, que ça soit pas Xbox qui essaye de faire du PlayStation. Et finalement, bah c'est chouette, parce qu'ils auraient peut-être pas réussi à le faire aussi bien. Donc ils proposent quelque chose de différent, plus orienté aventure, exploration, énigme-enquête un peu. Il n'y a pas trop de combats et c'est ça que j'ai aimé. C'est tellement rare un jeu gros budget qui met pas le paquet sur les combats. Et moi de toute façon les FPS ça me saoule, donc si c'est pour tirer sur des gens ou me battre, je suis un homme tendre, c'est pas ça que je recherche. Donc j'ai trouvé ça couillu en fait comme proposition. Ça aurait pu être un jeu licence à la con. Et ben je pense vraiment qu'un PlayStation qui aurait demandé à Insomniac Games de faire un jeu Indiana Jones, on se serait retrouvé avec un open world à la Spider-Man, désolé, mais très cliché, et ben je suis très content que Indiana Jones n'ait pas été fait par PlayStation. Ça apporte un peu de fraîcheur dans ce paysage vidéoludique. 7ème jeu, c'est un jeu japonais. UMSD1, là dans le chat, Unicorn, Overlord. Ça a été une surprise. VanillaWare, ils ont toujours un côté RPG dans leur jeu, mais les jeux arrivent à se différencier les uns des autres. Parfois c'est du beat'em all, parfois c'est plutôt de l'action-aventure. Là c'était du tactical. Je pensais pas que j'allais accrocher à ce point-là, mais ça fait plaisir, encore une fois, de voir un jeu qui reprend pas forcément les mêmes recettes de tactical, c'est pas des trucs case par case. Il y a un côté un peu temps réel, quand tu déplaces tes unités librement, plutôt que ça soit, encore une fois, du case par case à la Fire Emblem, où tu dois bouger tel perso, bouger, et après tu lances, et après c'est l'adversaire qui bouge tous ses persos. Je trouve que chaque tour peut être un peu usant dans certains tacticals. Donc j'aime bien les tacticals qui prennent un twist là-dessus, genre les Shining Force, où c'est un seul perso à la fois que tu bouges. Et puis Unicorn Overlord, c'est encore autre chose. C'est différent, c'est rafraîchissant, les musiques sont chouettes. Le scénar, pas terrible, c'est dommage. C'est le genre de jeu où j'aime bien que le scénar m'accroche. Tu vois, c'est un petit peu le contraire de Triangle Strategy. Triangle Strategy, il avait ce côté case par case qui me saoulait, alors que le scénar avait vraiment l'air passionnant, avec ses petits embranchements et tout. J'aimerais bien avoir le meilleur des deux mondes, une bonne narration, pas trop cliché, et un système de combat efficace. Et donc en 6ème place, c'est une exclusivité Switch. Est-ce que vous l'avez celle-là? Là on parle ADN sexe quand même. Je vous parle d'exclus Switch, avec des singes. Il y a des singes et des boules. Monkey Ball Banana Rumble. On serait tenté de souffler en voyant qu'il y a un 3ème épisode HD là, qui est arrivé sur console, mais détrompez-vous, de tous les Monkey Ball qui sont sortis récemment, et bah c'est lui mon préféré, parce que lui c'est une exclusivité Switch. Les autres, c'était soit des compilations de niveaux d'avant, soit c'était un remaster de l'épisode Wii. Moi j'adore ce concept arcade dès le premier épisode. Le côté juste tu bouges le terrain, tu bouges ta boule, et c'est un jeu de plateforme d'adresse trop stylé. Et c'est une nouvelle aventure, avec des nouveaux niveaux, des nouvelles idées de design, et là où il y a une vraie rupture, ils ont ajouté un move, c'est l'accélération rotative. Donc c'est une sorte de drift, ce qui permet d'un coup de prendre une accélération, ça permet de se lancer sur des tremplins, mais c'est une sorte de prolongement de mouvement que tu ferais déjà dans un Monkey Ball quand tu restes au sol, c'est juste tu prends une petite accélération. Et ça a l'air de rien comme ça, mais pour cette série, c'est peut-être la plus grosse révolution qu'a connue Monkey Ball depuis les épisodes où on pouvait jouer avec la balance board. Non franchement c'est chouette, ça fait d'autant plus plaisir de se dire que c'est une exclusivité Switch, et qu'elle tourne bien, de manière fluide. Les niveaux sont variés, c'est cool. Il y a grave du challenge, surtout quand tu finis le jeu, après t'as d'autres niveaux X. C'est un des jeux qui m'a le plus amusé cette année. J'aurais pu le mettre plus haut, mais vu qu'en soi ça reste un concept qu'on a déjà vu dans le passé, on va pas le mettre dans le top 5, mais l'amour est présent. 5ème, encore une exclusivité Xbox Series, le jeu le plus beau qui soit sorti en 2024, c'est Hellblade 2. Je vous avoue que
je voulais y jouer que pour les graphismes. Et ben j'ai pas été déçu, lui aussi, il coche pas du tout les cases d'un triple A moderne, tel qu'on aurait pu les voir chez des grands studios de jeux vidéo. Il est assez court, tu le finis en une grosse après-midi soirée. Il mise tout sur la mise en scène justement de son univers, ses personnages, le délire du son spatial dans la tête là avec les voix qui possèdent ton héroïne. C'est pas des thèmes très communs dans un triple A, c'est pas juste du boum boum. Elle a une épée mais c'est pas un jeu d'action-aventure en monde ouvert. C'est un jeu ultra délimité dans des couloirs, mais qui en fait, j'aime le fait qu'il ait des partis pris ultra puissants et qu'il les assume jusqu'au bout. On peut lui reprocher effectivement que ça soit pas assez interactif, qu'on y joue que pour les graphismes, mais en fait c'est ça qu'il propose. Et ce qu'il propose, il le fait trop bien. Il m'a procuré des sensations visuelles, sonores, j'ai jamais vu un jeu aussi beau, et j'ai kiffé les quelques heures que j'ai passées dessus. Très peu de chances que j'y rejoue. Je le mets 5ème, alors qu'en théorie je me suis quand même plus amusé sur Monkey Ball, mais Hellblade 2 ça a quand même été des sensations de gaming plutôt nouvelles pour moi, et c'est pour ça que je tenais à le mettre dans mon top 5. Il exploite à merveille les capacités de sa machine, et ça m'aura marqué comme un des grands moments de l'année, surtout que je vous le disais, que je revenais d'un voyage dans le temps où j'avais joué à plein de trucs rétro et pas à des jeux récents, et bah ça m'a fait plaisir de remettre le pied à l'étrier en jouant à un vrai jeu next-gen qui n'aurait clairement pas pu sortir sur les consoles précédentes. Mais ce que j'aime aussi dans ce jeu, c'est qu'il y a des avis polarisés, c'est un jeu qui divise, et ça fait plaisir. C'est cool quand il y a du débat. Un jeu m'intéresse limite plus quand je sais qu'il y en a qui ont adoré et d'autres qui ont détesté. J'essaye de comprendre quel est le truc qui a autant divisé les gens en deux, tel Moïse face à la mer, avec Calogero. Mais dans le cadre de Hellblade 2, je pense qu'on peut plutôt me ranger du côté des gens qui ont apprécié. Franchement, tu l'as mis dans ton top 5 car tu l'as pas payé 70€. Effectivement. Et j'annonce, il n'y a aucun jeu dans ce classement que j'ai payé 70€. Justement, si je l'avais payé 70€, peut-être j'aurais voulu qu'il dure plus longtemps. Et j'aurais voulu peut-être d'un jeu d'action-aventure plus classique, le Zelda de Microsoft. Et au final, ils auraient fait un truc moins bien que Zelda, et sa raison d'exister n'aurait pas été très pertinente. Là, ce jeu a du sens, parce que ce qu'il propose, PlayStation ne le propose pas, Nintendo ne le propose pas. En plus, c'est raccord avec la stratégie du Game Pass, l'idée de tu payes un mois et tu te fais plein de petits jeux courts, parfait, très content de ne pas l'avoir payé 70 balles. Si on compte tous les jeux que j'ai fait le même mois sur le Game Pass et ce que m'a coûté un mois, j'ai payé ce jeu peut-être 5 balles. Et peut-être que ça joue aussi sur l'appréciation du jeu. Mais je suis content là, parce que là, je regarde la liste des 5 jeux, 6 jeux maintenant, chacun m'a procuré des plaisirs différents. Je vous ai pas juste mis 6 RPG qui se jouent pareil. T'as un jeu de cartes, un jeu d'action-aventure type Metroidvania, mais qui en est pas vraiment un, mais qui se joue avec des codes ultra rétro. T'as Indiana Jones, qui est une sorte de Tomb Raider à la première personne, qui est pas du tout ce qu'on attend qu'il soit. Unicorn Overlord, un tactical, qui se joue pas avec du case par case, comme 90% des jeux de ce genre. Un jeu plutôt arcade avec Monkey Ball. Un jeu contemplatif Hellblade 2. Non, franchement, ma sélection, je suis content, hein. Belle année, hein. C'est varié, et on a pour tous les goûts. Et c'est au tour du plus attendu des Souls, c'est Another Crab's Treasure. Ouais. Pendant que les autres jouaient Elden Ring, moi, j'ai découvert sur le Game Pass un jeu avec un crabe qui doit choper des particules de plastique dans une critique du capitalisme qui pollue, mais sans être moralisateur et toujours avec la bonne punchline, avec un ton qui m'a fait rire maintes et maintes fois. Un jeu profondément drôle, qui va dans les profondeurs de la mer. Donc ça change de tous ces Souls-like avec des thèmes très dark. Même les musiques, t'as l'impression de jouer à un Banjo-Kazooie. Et même ludiquement, il y a du challenge. T'as des boss comme dans les Souls qui vont te refaire le cul. Et t'as plein de mécaniques à base de choper des nouvelles coquilles. Donc ça utilise le thème marin et le thème du Bernard l'Ermite de manière intelligente, même dans le gameplay. C'est pas juste une étiquette qu'on aurait collée pour les graphismes. Il se joue différemment des autres Souls. Tu peux vraiment faire ton build, et il est bourré de surprises ce jeu. Je me suis bien amusé. C'est pas un jeu trop long non plus. Encore une fois, dans le Game Pass, ça passe bien. Faut s'acharner parce qu'il y a quand même des passages compliqués. Mais en plus, tu peux sauter, donc il y a aussi une dimension un peu platforming qui rejoint cette idée de musique à la Banjo-Kazooie. T'as presque l'impression... T'as envie que ce jeu il soit sorti sur Nintendo 64. Avoir un Souls-like sur Nintendo 64. Il est original.
En plus d'avoir rigolé, je me suis vraiment amusé dessus, ça a été un super jeu vidéo. Et je voulais le mettre à la base dans mon top 10 des jeux PS4 de 2024 parce que vous irez voir sur ma chaîne, j'ai aussi fait un top spécialisé sur la PS4 pour prouver à quel point sur cette vieille console qui a 11 ans, il y a toujours des jeux qui sortent dessus. Mais quelle ne fut pas ma surprise en constatant que il était introuvable ce jeu. Pourtant graphiquement il est pas foufou, donc il pourrait tourner sur tout. Mais non, en me renseignant, j'ai vu qu'il était bien sorti sur Xbox One, sur Xbox Series, sur PS5, mais pas sur PS4. Donc à la dernière minute, pendant le montage, je m'en suis rendu compte, j'ai dû le retirer de mon classement des top 10 des jeux PS4, j'étais deg. Donc je suis content de pouvoir enfin vous en parler, en le mettant à la 4ème position. On attaque le podium, vous êtes pas prêts? Enfin si vous êtes prêts, si vous me connaissez un peu. En 3ème position, l'année de la remise en question. J'étais plus fan des Tactical. Unicorn Overlord m'a donné envie de me remettre à les Tactical. J'étais pas non plus fan des Beat'em All cette année. Et ça par contre ça n'a pas changé, je suis toujours pas fan. Pas d'inquiétude. J'étais pas fan des Metroidvania. Et pourtant, en 3ème position, je mets Prince of Persia. Super bonne surprise. D'autant que ça a été mon tout premier jeu de 2024. Et quel bon jeu pour commencer l'année. Une mécanique d'exploration hyper addictive parce que tu as des outils pour cartographier ta map qui sont plaisants. T'es pas paumé quand tu t'organises bien. Les mouvements de ton personnage, plaisir à contrôler. À mesure que tu avances, tu chopes des nouveaux pouvoirs mais qui donnent un intérêt dans l'exploration mais aussi dans le plaisir manette en main. Je vous disais, il m'a fait reconsidérer les Metroidvania, et donc, suite à ce jeu, j'ai eu envie de donner une seconde chance à des Metroidvania qui m'intéressaient pas avant ou que j'avais très vite écarté. Par exemple, j'ai retesté Metroid Dread, et lui par contre j'ai toujours pas réussi. Parce qu'en fait c'est pas du tout la même logique. Ça se demandait, est-ce que c'est vraiment un Metroidvania en fait, Metroid Dread? Tu chopes parfois des nouveaux pouvoirs, mais ces nouveaux pouvoirs c'est plus comme des clés. Quand tu chopes dans les Metroid des nouveaux missiles, ça change pas vraiment le gameplay, c'est juste que maintenant tu peux ouvrir telle porte. Alors que dans Prince of Persia, un nouveau mouvement, il va te déverrouiller des accès, mais va rendre en plus la progression plus stylée. Surtout que tu peux l'associer à d'autres pouvoirs que tu as eu avant, et tout s'emboîte trop bien, il est hyper intelligemment conçu ce jeu. Et il me redonne espoir en la faculté d'Ubisoft de faire autre chose que des open world. On passe au deuxième. J'ai mis Zelda Echoes of Wisdom. Ça témoigne peut-être du fait que j'ai quand même des lacunes dans les jeux que j'ai fait cette année. N'ayant pas de PS5, je suis passé à côté d'Astrobot, de Final Fantasy VII Rebirth et de Stellar Bull. Zelda, même si c'est pas forcément le même genre de plaisir, j'en ai déjà parlé sur la chaîne de ce Zelda Echoes of Wisdom, vous irez voir la vidéo complète si vous voulez m'entendre parler de ça pendant 20 minutes, mais c'est pas le même plaisir qu'un Zelda 3D, c'est pas non plus le même plaisir que Zelda Link Between Worlds sur la 3DS, qui reste en termes de Zelda vue de haut peut-être mon préféré. Mais Zelda Echoes of Wisdom, c'est tellement un twist qui change le fait de contrôler des monstres qui remplacent les objets, mais qui ont plein d'utilité. Ça se joue pas du tout comme les autres Zelda, mais avec des plaisirs que j'aime justement dans Zelda, dans l'exploration du monde, dans le fait quand même de débloquer les accès après avoir débloqué tel ou tel monstre. Très surprenant comme proposition. Je voudrais pas qu'il y en ait un deuxième comme celui-là. Une fois ça m'a suffi, j'ai eu ma dose. Mais ludiquement, il est tellement atypique. J'en ressors grandi de cette proposition vidéoludique. C'est pas quelque chose que j'ai déjà vu 50 fois. Je suis content qu'il soit sorti. Et quelle surprise de voir un nouveau Zelda arriver à peine 1 an après le précédent. Et premier, en temps normal, je pense que mon jeu de 2024, celui sur lequel j'ai passé le plus d'heures, j'aurais envie de mettre premier, c'est Persona 3 Reload, vu que ça a été vraiment mon jeu de l'année au final. J'y suis revenu ensuite quand il y a eu l'extension en septembre. Mais est-ce vraiment un jeu de 2024 ? Autant FF7 Rebirth, c'est une réécriture totale d'un vieux jeu, autant Persona 3 Reload, même s'il est amélioré, ça reste un jeu de 2006 quoi. Dans un classement de 2024, je trouve ça un peu facile de le mettre là, tu vois. Pareil pour Flight Simulator 2024. J'ai beaucoup aimé, mais c'est des sensations que j'avais déjà eues en 2020, l'édition précédente, donc j'ai pas non plus envie de le mettre dans le classement comme un jeu de 2024. Mais pourtant, il y a un autre Persona-like qui est sorti cette année, qui lui est inédit, c'est une nouvelle licence, mais ce n'est pas fait par Atlus, et non, c'est pas Métaphore et Fantasio, lui aussi c'est un jeu que j'aurais dû faire, mais si j'avais du temps. Certains l'auront déjà vu sur ma chaîne, parce que j'ai fait une vidéo dédiée à lui,
Mon jeu préféré de 2024, c'est Dungeons of Interberg. Je vais pas refaire une critique approfondie. Après avoir vu cette vidéo, vous regarderez mon autre vidéo. C'est Persona allié à Zelda. J'ai jamais vu un Zelda-like qui n'est pas fait par Nintendo qui arrive à faire des énigmes aussi pertinentes et pas juste à base de je mets un cube sur un bouton, la porte s'ouvre. Ça va beaucoup plus loin que ça, sans être non plus The Talos Principle, hein. Mais c'est chouette à jouer, il y a des petits donjons bien rythmés, et en plus t'as une dimension Persona dans le calendrier, les jours qui passent, les liens sociaux à développer, qui du coup te donnent des boosts quand tu vas faire des donjons. Les combats sont pas trop longs, c'est de l'action qui fait que c'est pas du tour par tour, qui peut être un peu usant quand tu fais genre le Tartarus de Persona 3. Dungeons of Interberg est plus court, il a une ambiance ultra dépaysante dans les montagnes. Alors je peux pas vous dire que Dungeons of Interberg est mieux que Persona, hein, c'est très très différent. Chacun a ses qualités, ses avantages, ses inconvénients, mais en termes de jeu vraiment sorti en 2024, qui est une proposition de 2024, il n'y a pas de jeu qui m'a procuré plus de plaisir que ce Dungeons of Interberg. Et c'est vraiment pas pour faire mon mec qui a des goûts underground. Si j'avais pu jouer à tous les autres jeux de cette année, je vous l'ai déjà dit, mais j'aurais sûrement mis Like a Dragon, Infinite Wealth, Metaphor ReFantasio, Astrobot. Je suis sûr que je kifferais si j'avais une PS5. Si vous me redemandez dans quelques années, il y a de grandes chances que le Dungeons of Interberg se fasse détrôner, mais je trouve ça stylé de me dire que je termine cette année, actuellement, avec les jeux que j'ai fait, c'est cet exclu Xbox Series qui arrive première, parce que oui, je le rappelle, ce jeu n'est pas sorti chez PlayStation, n'est pas sorti chez Nintendo, c'est une exclusivité Xbox Series et personne ne le sait. J'en ai fait une vidéo sur YouTube, allez la voir. Et mine de rien, il y a des mauvaises langues qui disent qu'il n'y a pas d'exclus sur Xbox. Alors oui, j'ai surtout joué à des jeux multi-support, hein, quand vous regardez la liste, même s'il y a quand même des exclus, hein. Mais rien que là-dedans, il y a quand même 3 exclus Xbox. Indiana Jones, Hellblade 2, Dungeons of Interberg. C'est pas rien. Il y a une époque où on entend beaucoup les gens se plaindre que les AAA se ressemblent et que ça manque de radicalité du côté des grosses productions, que c'est toujours un peu la même chose le jeu vidéo. C'est une critique qu'on fait notamment à Sony, à force de mettre des mecs barbus qui sauvent un enfant, des trucs à base de loot ou d'open world, narratif, qui se copie-collent un peu mutuellement. Il y a des gens qui cherchent de la radicalité dans les AAA, une radicalité qu'on retrouvait plus dans le passé. On peut dire ce qu'on veut d'Xbox, mais pour moi c'est radical. Bon, Dungeons of Interberg c'est pas un AAA, mais Hellblade 2 c'est totalement radical pour un AAA. Indiana Jones et le Cercle Ancien, c'est super radical comme proposition. Même Flight Simulator 2024 que j'ai pas pu mettre là, mais jamais on imaginerait PlayStation sortir un jeu de simulation d'avion, alors que c'est un jeu qui a un budget énorme. C'est une vraie prouesse technique, Flight Simulator. Donc, Microsoft, on leur chie souvent dessus, à tort, je pense, parce que en termes de propositions ludiques, ils apportent un peu de fraîcheur. C'est peut-être pour ça aussi que ça se vend pas. Parce que les gens, mine de rien, ils aiment des jeux qui leur ressemblent, des jeux qui ressemblent à ce qu'ils ont déjà joué. Mais moi qui ai envie d'élargir mes horizons en cette année 2024, j'ai été servi. Vous, c'est quoi votre top 10 de l'année ? Ou même votre top 5 ou votre top 3 ou votre top 1, hein, si vous en avez pas fait autant que moi.